Bienvenue dans le débat de France 24. C'est une guerre silencieuse qui est en train d'ensanglanter l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la nuit de samedi à dimanche, de nouveaux massacres de civils ont été commis dans la périphérie de Beni. Des assaillants ont tué une dizaine de villageois. Le bilan est lourd, plus de 50 morts. Un deuil de 3 jours a été décrété. Qui sont ces groupes armés qui sèment la terreur dans la région du Nord Kivu? Depuis 2014, 500 personnes ont perdu la vie. Face à ces atrocités, que font la MONUSCO, l'armée congolaise, le gouvernement de Kinshasa? On va poser la question à nos invités. D'abord, Louis Magloire Kemayou, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, président du Club de l'information africaine. Et puis en direct de Genève, Jean-Paul Mopoko Banda, bonjour, merci d'être avec nous. Avocat spécialiste de la région des Grands Lacs et auteur de Les crimes économiques dans les Grands Lacs africains. C'est paru en 2006 aux éditions Menaï Book. Avant de vous entendre tous les deux, on revient sur le massacre du week-end dernier avec Natacha Milray. Des dizaines de civils retrouvés assassinés, une trentaine de maisons brûlées, un massacre qui s'est tenu ici à Beni, une ville au nord-est du pays, dans la province du Nord Kivu. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans tout le pays. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Le combat est âpre, ce sera de longue haleine, mais on finira par gagner. En ligne de mire du gouvernement, les ADF, ou Forces démocratiques alliées, un groupe de rebelles musulmans ougandais, présents dans la région depuis 1995. Selon l'armée, ces hommes sont responsables du massacre intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. Des violences qui se répètent, puisque depuis octobre 2014, ce sont plus de 600 civils qui ont été massacrés à Beni. Cette nouvelle attaque intervient 72 heures après une visite du président congolais dans la province, Joseph Kabila, qui a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Le 8 août, 11 militaires congolais et un casque bleu avaient été blessés dans le territoire de Beni en affrontant des combattants des ADF. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, sera sur place ce lundi pour apporter un soutien supplémentaire aux autorités du pays dans la traque aux rebelles ougandais. Voilà pour ce sujet. On commence avec vous, Louis Magloire Kemayou. D'abord, on va peut-être poser le contexte. On est dans une région qui n'a connu que les armes, que les milices depuis des décennies. Depuis 20 ans pratiquement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la suite du génocide rwandais, qui est le point de départ de ce que vit, de la tragédie que vivent les ressortissants de RDC dans cette région, depuis la fin du génocide, de nombreuses personnes ont traversé la frontière avec des armes. Donc au-delà des milices qui viennent de l'Ouganda ou qui peuvent venir du Rwanda, on a surtout ces personnes-là qui se sont retrouvées sur ce territoire. On a beaucoup de trafiquants également, parce que le parc de la Virunga, avec ses gorilles, avec ses éléphants et autres, sont également une attraction très importante pour ces délinquants. Et donc, ils ont trouvé un terrain où, non seulement l'armée avait déserté, parce que quand Kabila père est arrivé au pouvoir, il a complètement démantelé l'armée qu'il estimait aux ordres de Mobutu, mais cette armée n'a pas été reconstituée. Et on est dans une zone frontalière qui est ouverte à toutes les possibilités de banditisme, et celle-là en fait partie, celle de pouvoir extraire les minerais, celle de pouvoir faire du trafic d'ivoire ou de gorilles. Ça fait partie des choses qui permettent aujourd'hui d'alimenter cette rébellion. Et donc, mais on compte des centaines de milices. Il y en a au moins 150 aujourd'hui. On parle des M23, l'ADF, on va en parler, les FDLR, voilà, c'est aujourd'hui un territoire qui est propice à ce genre d'activité parce que c'est un talon d'Achille pour la RDC. C'est une région sur laquelle les autorités centrales de Kinshasa n'ont pas de contrôle aujourd'hui. Et donc, malgré leur bonne volonté, elles ne pourront pas arrêter le massacre. Et à côté de cela, on a une force de la MONUSCO, voire le fort avant, qui ne joue pas véritablement son rôle. Il faut interroger ce qui est fait sur le terrain par ces forces qui sont venues stabiliser la situation. Mais d'abord sur la région, Jean-Paul Mopoko Banda, c'est une région qui est gorgée de richesses minières aussi. Il y a de l'or, il y a du diamant, ça attire les convoitises.
Effectivement, il est très important donc, de comprendre le triple contexte dans lequel se déroulent ces massacres. Il y a le contexte spécifique de cette région qui a été expliqué tout à l'heure, marqué par de rébellions qui partent systématiquement de Kivu depuis maintenant près de 20 ans. Et ces rébellions sont justifiées exclusivement par l'objectif de contrôler les ressources minières, les ressources, le bois, l'or, qui se trouvent dans cette région. Donc ces rébellions sont souvent liées à des groupes mafieux, des groupes criminels. Il y a ensuite un deuxième contexte qui est régional et qui touche les différents États voisins qui soutiennent systématiquement ces rébellions. Et aujourd'hui, il y a un troisième contexte qui est avancé par... c'est la thèse du gouvernement congolais, c'est le contexte sécuritaire international qui, d'après le gouvernement congolais, a conduit de rebelles Chebab à s'allier au groupe ADF et à d'autres mouvements islamistes pour pouvoir agir dans cette région où l'insécurité est récurrente depuis près de 20 ans. Oui, puisque on ne parle là que depuis ce week-end de l'ADF, ce sont les forces démocratiques alliées, une milice ougandaise, que l'on dit islamiste. Est-ce qu'on connaît leurs revendications ? Non, pour l'instant, je n'en ai pas grande connaissance. Ce qui est certain, c'est que la RDC aujourd'hui est en train de vivre, enfin la RDC vit, la Libye, si on devait faire un parallèle, vit à peu près ce que la RDC vit depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a une vraie absence de l'État, il y a un pourrissement de situation. Et dans le Nord Kivu ou dans tout le pays ? Qu'il s'agisse du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, on est dans le même contexte de crise marqué par l'absence de l'État, marqué par l'incapacité de l'État à remplir son rôle régalien de sécurité des citoyens. Et là, on a plus de 6 millions de morts. Donc c'est là où je pense que même si le contexte fait que aujourd'hui on parle plus du glissement du calendrier électoral, il y a un besoin d'interroger également l'ONU pour savoir comment elle s'y prend finalement pour remplir une mission qui était la sienne. C'est la plus grosse opération des Nations Unies depuis qu'elle existe à l'extérieur. C'est celle qui est menée en RDC avec la MONUSCO. J'aimerais quand même parler de l'ADF, puisque c'est de ce groupe-là qui nous intéresse, avant de parler de la MONUSCO. Jean-Paul Moko Kobanda, ils sont présents depuis 1995, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans cette région-là. Comment expliquer une telle longévité ? Est-ce qu'ils sont financés par un pays tiers ? Est-ce qu'ils sont soutenus par un autre pays ? Alors, 1985, c'est l'aboutissement, donc c'est la réunion, la jonction de plusieurs mouvements qui combattaient le régime de Yoweri Museveni. Donc, ces mouvements, il y a plusieurs mouvements, plus de 6 mouvements qui se sont mis ensemble et qui ont formé ce qu'on appelle les ADF et plus tard devenus les ADF Nalu. Alors, ces mouvements ont une branche formée des islamistes et qui ont obtenu de soutien étranger, cela a été démontré. Leur principale revendication au début, c'était le renversement du régime ougandais. Puis, très rapidement, et plus ou moins depuis à peu près 2000, ce groupe n'a plus jamais mené une attaque contre l'Ouganda. Ils ont eu donc le temps de s'installer au Congo, se déplacent toujours avec femmes et enfants, et dirigent des zones vastes, riches en minerais, en bois et en or, et aussi sont de temps en temps servent de supplétifs aux chefs locaux pour s'aider la sécurité. Parce que la sécurité fait la fortune de beaucoup de dirigeants au Congo. Et c'est là le véritable problème aujourd'hui. C'est la corruption qui gangrène l'armée congolaise et qui fait que chaque fois qu'il y a des attaques, qu'il y a des massacres, on mobilise des moyens financiers et ces ressources financières viennent faire la fortune des dirigeants. Mais les officiers qui sont prêts à combattre ce mouvement, ils ne sont pas soutenus. Souvenez-vous de colonel Mamadou Ndala, qui a combattu au sud de la province, à Goma, le rebelle M23 avec succès. Aussitôt qu'il avait été nommé pour combattre les ADF à Beni, il a été assassiné. Et aujourd'hui, les éléments démontrent que cet assassinat est un règlement de compte interne à l'armée congolaise. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne viendra pas. Pourquoi l'armée ne fait rien ? Ça veut dire qu'on ne viendra pas à bout des ADF rapidement ?
C'est difficile parce que la première mission conjointe menée aussi bien par l'ONU, par la MONUSCO et les forces armées congolaises remonte à 2005. Et déjà à l'époque, il était question de détruire toute la base des ADF. Puis il y a eu une grande opération qui a été menée en 2010, puis en 2014, et chaque fois, il nous a été dit que le BAD et les camps d'entraînement des ADF avaient été détruits. Force est de constater aujourd'hui que ces milices continuent de massacrer la population. D'ailleurs, les populations de Béni ne s'y sont pas trompées. Elles sont descendues dans la rue pour dénoncer l'inaction et la complicité du gouvernement congolais. Oui, Louis Magloire Kemayou, il y a une vraie colère des habitants du Nord Kivu contre le gouvernement de Kinshasa. D'après l'AFP, l'opposition estime que certaines familles ont refusé de placer leurs défunts à la morgue. Ils ont décidé d'organiser des funérailles privées. Il y a une colère cristallisée là-bas. Il y a de quoi? Il y a de l'exaspération surtout, parce qu'au bout de 20 ans, subir les coups de boutoir de toutes les organisations, nous en avons recensé 150 au moins, subir cela, c'est pas une partie de plaisir. Donc je peux comprendre quelque part que les populations soient exaspérées, mais qu'est-ce qui peut être proposé aujourd'hui de façon concrète pour sortir de cela? Le génocide du Rwandais est encore frais dans les mémoires. L'ONU était sur place, elle n'a pas pu faire grand-chose, et on est en train d'assister à peu près à la même chose. Ce sont 6 millions de victimes aujourd'hui que l'on compte depuis les années 95. Donc la solution ne passe pas par les armes, c'est politique? La solution est à la fois politique, mais surtout économique. Mais on a du mal à comprendre les enjeux. Quelle solution politique apporter? La solution politique, c'est peut-être qu'il y ait des dirigeants qui arrivent à avoir le sens de l'État, à imposer une certaine discipline à la fois aux entreprises qui sont sur place pour qu'elles payent ce qu'elles doivent à l'État afin que la machine administrative continue de fonctionner et que finalement, face aux agresseurs et à tous les braconniers de tout type qui y sont, on est des agents de l'État qui sont suffisamment rémunérés pour pouvoir résister à la tentation d'être corrompus. On va parler de la MONUSCO dans un instant, mais une question peut-être à Jean-Paul Banda. Où est l'armée congolaise? Est-ce qu'elle est déployée dans l'est de la RDC en masse ou est-ce qu'elle est déployée tout court? L'armée congolaise est aujourd'hui essentiellement déployée dans l'est de la RDC parce que c'est là-bas que partent pratiquement toutes les rébellions et c'est encore là-bas que des mouvements rebelles sont en activité. Le problème de l'inefficacité de cette armée qui n'est pas démontrée se pose en termes de gouvernance politique et de gouvernance des conflits. Nous avons affaire à des dirigeants congolais qui sont eux-mêmes issus pratiquement tous de mouvements rebelles partis de l'est de la RDC. L'actuel président Kabila était un officier de l'AFDL, le mouvement qui a chassé du pouvoir le président Mobutu. Et donc aujourd'hui, chaque fois que ces mouvements arrivent au pouvoir, parce qu'il faut le dire, il n'y a jamais eu de victoire de l'armée sur le mouvement rebelle. Chaque fois, tout finit par une négociation, un accord, et les officiers et les combattants du mouvement rebelle sont versés au sein de l'armée et souvent maintenus dans les provinces de l'Est. C'est ça le vrai problème. La vraie problématique se trouve là. Il faut aujourd'hui une autre gouvernance, d'autres hommes politiques qui ne soient plus liés directement au mouvement rebelle et aux gouvernements régionaux qui sont les soutiens de ces rebelles. Se pose alors la véritable question de l'alternance politique en RDC. C'est là que viendra la solution. S'il y a une vraie alternance politique et que des élections futures, des hommes qui ne sont pas liés au réseau criminel arrivent au pouvoir, alors ces hommes pourraient prendre des décisions qui s'appliquent. Mais tant que les dirigeants actuels sont eux-mêmes directement connectés au réseau criminel et économique qui dirige la RDC ou qui sont situés dans les zones frontalières, eh bien, il y aura toujours ces massacres et la MONUSCO ne pourra rien faire. Justement, Louis Magloire Kemayou, la MONUSCO, vous disiez que c'était l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix dans le monde. La plus importante. La plus importante, 23 000 agents, 19 000 soldats. Est-ce qu'elle a prouvé son inefficacité aujourd'hui? Largement, parce que non seulement elle n'a pas pu mener sa mission de police, qui était la mission de base, mais même au niveau de la riposte militaire, parce qu'avant elle n'avait pas le droit de riposter militairement aux attaques, elle a ce droit depuis près de 3 ans maintenant, elle n'en a rien fait.
Elle n'en a rien fait malheureusement et donc elle intervient à chaque fois après coup pour constater les dégâts comme la population et si elle est inefficace, si elle ne peut pas, rappelons-nous quand même que quand le Premier ministre Lumumba est tué, ils sont présents déjà, les casques bleus de l'ONU. On est dans la même configuration aujourd'hui et c'est le même résultat qui est posé. Je pense que l'ONU devrait elle-même aussi faire un peu son introspection s'il s'agit d'aider le Népal en ayant ses forces à l'extérieur pour payer 3 millions de dollars, je pense, par jour à ces forces-là. Il faudrait peut-être directement donner l'argent au Népal et faire une action militaire réelle sur le terrain. Voilà pour toutes ces questions posées. Merci beaucoup Louis Magloire Kemayou d'avoir été notre invité. Merci également à vous Jean-Paul Mopo Kobanda. Je rappelle le titre de votre livre, Les crimes économiques dans les grands lacs africains, paru aux éditions Ménébook. Merci à vous de nous avoir suivis. Paris Direct continue.